Elle est à l'honneur aujourd'hui, la femme rurale, elle qui nourrit la population et qui lutte contre la pauvreté. Le monde entier célèbre ce 15 octobre sa journée internationale. Vous suivrez dans ce journal les messages des ministres d'État, ministre du genre Béatrice Loméa. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20h. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé aujourd'hui avec la représentante permanente des USA à l'Union africaine sur sa prochaine fonction du président de l'organisation panafricaine et sur sa vision. Jean-Pierre Kibambeso Moïsa pour les reportages. Les États-Unis d'Amérique ont une mission permanente à l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, dirigée par l'ambassadeur Jessica Lapen. Accompagnée de l'ambassadeur Mike Hammer, la représentante permanente des États-Unis est venue rencontrer le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en sa qualité de futur président de l'Union africaine. Les questions relatives, notamment au genre, à la lutte contre la corruption ont été évoquées au cours de leurs échanges. So since 2006, the US has been in Addis with an observer mission to the African Union. En 2006 que les États-Unis ont une mission permanente auprès de l'Union africaine à Addis Abeba et nous sommes très fiers d'être la première mission diplomatique accréditée à l'Union africaine. Je suis venu ici principalement pour écouter et entendre ce que le président de la République a à dire concernant sa vision en tant que futur président de l'Union africaine. Nous avons évoqué un certain nombre de sujets, y compris le genre, la lutte contre la corruption, l'industrialisation, et nous sommes réellement contents de pouvoir voir que ces projets sont en voie d'être exécutés. Je suis vraiment ravie d'avoir eu cette réunion, mais aussi je fais la connaissance de les organisations de la société civile, les femmes congolaises, et je veux entendre de tous les quartiers qu'est-ce qu'ils pensent. Donc je fais ça aussi. En séjour dans la capitale, la directrice de l'UNESCO, Audrey, a été reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'UNESCO soutient la gratuité de l'éducation des bases initiées au pays par les chefs de l'État. Une fois de plus, Jean-Pierre Kibambeso Moïsa pour les reportages. La directrice générale de l'UNESCO a dit avoir choisi d'effectuer sa toute première visite officielle en République démocratique du Congo durant cette période de la rentrée des classes, intervenant après la fermeture des écoles à travers le monde à cause de la pandémie de coronavirus. L'UNESCO salue la réforme des gratuités de l'éducation de base initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai tenu à exprimer au président notre soutien et notre volonté de l'accompagner dans cette réforme, a déclaré la directrice générale Audrey Azoulay au sortir de cette entrevue. La RDC a entrepris, sous l'impulsion du président, une réforme très ambitieuse pour la gratuité de l'enseignement primaire. Et c'est le sujet dont nous avons parlé principalement avec le président, pour voir comment nous pouvons continuer de soutenir, d'accompagner, aux côtés de tous les partenaires de l'éducation dans le monde, cette réforme qui permet un plus grand taux de scolarisation, qui permet aux familles d'envoyer leurs enfants sans avoir de choix déchirants à faire du point de vue économique, mais qui nécessite aussi des moyens, des investissements renouvelés pour les infrastructures, pour la formation des enseignants, pour la planification de cette réforme majeure. Et je voulais dire au président notre soutien et notre volonté de l'accompagner sur certains de ces éléments. L'éducation, vous savez, c'est un droit, le droit à l'éducation, et je crois que c'est la clé à moyen et long terme du développement d'un pays. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix sans éducation. Donc c'est une réforme qui est à la fois très bienvenue, très ambitieuse aussi, et qui nécessite beaucoup d'investissements, l'investissement de toute la société, l'investissement de la nation, l'investissement des budgets de la nation, mais aussi de l'accompagnement des partenaires internationaux tels que la Banque mondiale, l'UNESCO, l'ensemble du système des Nations unies. L'éducation des filles fait partie de mes priorités, a renchéri la directrice générale de l'UNESCO qui a visité à Kinshasa le lycée des jeunes filles de Kabambare. Le ministre d'État en charge
de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, et le vice-ministre de l'EPST, Didier Boudimbu, ont accompagné la directrice générale de l'UNESCO auprès du chef de l'État. Oui, après être reçu par le chef de l'État, Audrey Azoulay a visité le lycée Kabambar. C'était pour rappeler l'importance du retour à l'école et son attention à l'éducation des filles. Christine Lenzo nous en parle. L'UNESCO appuie la RDC dans différents domaines, la culture, les sciences, la communication et l'information, aussi dans les domaines transversaux. L'UNESCO assure aussi le rôle de chef de file des partenaires techniques et financiers de l'éducation, tout en apportant un appui technique, opérationnel et multiforme dans les domaines de l'éducation, domaine à la base de la visite de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, en RDC. À son arrivée, Mme Azoulay et sa délégation sont allés palper les réalités sur la formation des filles au lycée Kabambaré, accompagnée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Elle a échangé avec les préfets de ces lycées, la sœur Fabiola Mondo, sur le fonctionnement et l'encadrement des filles évoluant dans cette école. Elle a par la suite visité les laboratoires de chimie et la bibliothèque. Elle a aussi encouragé les enseignants et les filles qui, malgré la Covid-19, ont su terminer les programmes de l'année scolaire 2019-2020. Rien ne remplace vos enseignants. Rien ne remplace le contact que vous avez entre vous, ici, à retrouver vos amis et à apprendre ensemble. Alors je viens aussi en République démocratique du Congo dans une période particulière, avec une réforme très ambitieuse de l'enseignement, avec la gratuité de l'enseignement qui suscite beaucoup d'attentes, parfois des impatiences, mais qui est une réforme majeure pour l'accès de tous et de toutes à l'éducation. Prenant la parole, le ministre Willy Bakonga qui a expliqué les efforts fournis par le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 et le respect des mesures sanitaires, a salué la pérennisation de la gratuité de l'enseignement des bases en RDC. Le respect de la loi pour ne pas être poursuivi a martelé le premier président David Christophe Mukendi dans son mot au cours de l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation 2020-2021. C'était à présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga. C'était la rentrée judiciaire ce 15 octobre comme de tradition en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a, comme l'année dernière, été le représentant personnel du président de la République à l'audience solennelle et publique de rentrée judiciaire 2020-2021. Quand le greffier en chef déballe le rôle, le bâtonnier national prend la parole. Maître Matadi Wamba a axé son intervention sur la paix. Nous devons à tout prix la garantir à tout citoyen. Dans un contexte d'opulence d'un côté et de privation de l'autre, il n'y aura jamais de paix, affirme le bâtonnier national. Le chef du gouvernement a tout entendu. Dans sa mercurielle, le procureur général près la Cour de cassation a choisi le thème « Le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice en droit positif congolais ». Victor Mumba relève deux tendances, celle qui pense que le ministère public est un prolongement de l'exécutif avec son argumentaire et celle qui soutient l'indépendance du ministère public et évoque sa présence au Conseil supérieur de la magistrature pour convaincre les sceptiques. Il conclut sa dialectique par pencher pour la deuxième tendance. Sylvestre Ilunga Ilunkamba est tout oui. Lorsque le premier président de la Cour de cassation prend parole, pour son discours, il est impassible. Sa réflexion légiféranda porte sur la nécessité de réformes, des règles de procédure, sur les régimes des immunités de poursuite et les privilèges des juridictions. Mukendi Musanga David Christophe croit que ces verrous sont des obstacles à la justice. Il s'avère que la coexistence des immunités de poursuite et des privilèges de juridiction avec la lutte contre l'impunité pose un véritable problème. Il importe d'éviter que ces immunités et privilèges accordent à leurs bénéficiaires une espérance de l'impunité et en font une classe des intouchables. Une justice impitoyable pour les citoyens lambda et tolérable pour les caciques. Ça aussi, le Premier ministre a noté. Le premier président de la Cour de cassation pense que le régime des immunités de poursuite et les privilèges des juridictions ont finalement créé un paradis de délinquance de ceux-là même qui ont le devoir d'exemplarité.
Les transports, l'agriculture, les transferts de connaissances, autant de secteurs qui intéressent le Bélarus pour développer un partenariat gagnant-gagnant avec la RDC. Le Premier ministre a également accordé une audience au président du conseil d'administration, AFTRAD. Les tout dans ces condensés signés Françoise Bouelaboua qui est Pompon-Oumba. The subject of our meeting today was the discussion about the win-win cooperation between the Republic of Belarus. Avec l'aide et l'assistance de la Banque de développement de Bélarus et la Trade and Development Bank de Nairobi, TDB en sigle, nous proposons des solutions rapides et productives, qui savent de changement, de développement pour nos partenaires, qui justement sont plusieurs pays africains, si je devais ajouter, où nous sommes déjà, et c'est pourquoi on est ici aujourd'hui, pour le Congo. Et c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant dans le sens où on ramène et on fait un transfert de connaissances, de technologies, et aussi on sait ramener les fonds qui savent faire que nos projets soient des réalités, une réalité. Ce sont des discussions qui sont promettantes et on ne peut que souhaiter un progrès ou des avancements positifs par rapport à nos échanges justement. On a un cahier de charge et on va voir comment on sait justement ramener nos experts, notre expertise vers le Congo par rapport à différents secteurs, miniers, l'agriculture et le transport par exemple. Yeah, I believe we had very beautiful and fruitful discussion. And I am absolutely confident that we will have win-win partnership in the nearest future. Parlons défense dans ce journal avec la réunion du comité des ministres de la défense de la CIRGEL, conférence internationale sur la région du Grand Lac. Tenue par la vidéoconférence, il était question du maintien de la paix dans la sous-région. Dieudonne Dibou nous en dit plus. C'est une réunion des ministres de la CIRGEL tenue par visioconférence. Les ministres de la Défense des pays membres se sont longuement entretenus autour de la situation sécuritaire et du maintien de la paix au sein de la sous-région. Conduite par Richard Mondiaux, ministre de la Défense de la République sœur du Congo-Brazzaville et président en exercice. Le ministre de la Défense de la RDC, le professeur Emengoy Mukena, a retracé la cartographie des espaces du pays dans la paix menacère. C'est la proposition du ministre de la Défense de la RDC qui a été la référence de cette rencontre. Celle de la redynamisation du département de la paix et sécurité et combler tous les vides au sein du comité pour promouvoir le suivi de toutes les mesures en urgence et qui ne doivent plus rester lettres mortes. Dans cette pôle d'intelligence collective, nous venons ainsi de traduire la volonté de nos chefs d'État de placer notre région dans l'optique d'une prise en main suffisamment de sécurité et de stabilité. Parmi les révélations, le ministre burundais de la Défense a reconnu de la formation de jeunes de son pays par le Rwanda contre la RDC. Le renforcement de la FIB a été étudié pour jouer son plein rôle au sein de la sous-région. Le communiqué final a été lu par le président en exercice. Signalons ici que la RDC a confirmé sa candidature au poste de président au mandat prochain. 2 730 000 $ américains, tel est le montant que le Japon vient d'allouer à la RDC pour faire face à ses problèmes alimentaires. Un protocole d'accord vient d'être signé entre les deux parties. Gina Wabiwa pour les reportages. Les relations sont bonnes entre Tokyo et Kinshasa. Le Japon vient d'accorder à la République démocratique du Congo une aide alimentaire estimée à 2 730 000 $ américains pour l'année fiscale 2020. La signature de cet accord est intervenue ce jeudi au ministère des Affaires étrangères entre la ministre d'État Maritumba Nzeza et l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Hiroshi Karube. C'était en présence du vice-ministre du Plan Freddy Kita et du vice-ministre chargé des Congolais de l'étranger Raymond Tchediapata.
Pour les diplomates japonais, l'objectif consiste à fournir 3 900 tonnes de riz au bénéfice de la population congolaise afin d'améliorer sa situation nutritionnelle. La chef de la diplomatie congolaise a pour sa part salué la détermination du gouvernement japonais d'accompagner la République démocratique du Congo dans son programme de reconstruction, surtout pendant cette période de Covid-19. C'est aussi une occasion pour nous de féliciter vivement l'élection du nouveau Premier ministre, son Excellence M. Yoshihide Suga et son gouvernement. Nous espérons donc relancer les discussions en suspens sur la coopération entre nos deux pays au moment venu. Que vive la coopération nippon-congolaise. Je vous remercie. La République démocratique du Congo est l'un des pays ciblés par la coalition pour le développement de la riziculture en Afrique, dont le but est d'augmenter la production rizicole pour atteindre 50 millions de tonnes d'ici 2030. Lancement campagne gratuite de prise en charge de personnes souffrant des cataractes. Une opération rendue possible grâce à la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi et HJ Hospital. Reportage Naïcha Kiala. La vue, un son, c'est pas le moindre pour l'être humain. Perdre la vue, c'est perdre une partie de soi. Et pourtant, plusieurs personnes sont bien obligées de vivre sans une meilleure vision à cause de certaines maladies. En République démocratique du Congo, ils sont de milliers à survivre sans voir leur environnement. Mais certains d'entre eux auront dès ce jour la chance de recouvrir la vue grâce à la vision de la première dame de la République, Denise Nyakiro Tshisekedi, vision traduite en actes par la fondation qui porte son nom. Grâce à une collaboration entre la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi et HJ Hospital, 100 personnes à faible revenu souffrant de la cataracte et du glaucome vont subir des interventions chirurgicales. Des patients bien identifiés lors d'une campagne de dépistage. On a 60 ou 70 personnes qui arrivent ici, on a fait le dépistage, ils mangent ici, ils restent ici pour quelques temps, on fait tout pour lui et après on peut donner le schedule pour la chirurgie. Aujourd'hui, on a appelé Madame Denise parce que sa fondation Denise Nyakiro Tshisekedi aussi, c'est la première fondation qui a donné les idées et appelez-nous pour associer avec pour cette chose. Des interventions effectuées au laser par des spécialistes. Au regard de l'expertise de nos ophtalmologues et surtout de la technologie que nous utilisons, c'est une technologie de pointe, c'est-à-dire avec la, qu'on appelle phacoémulsion, ou bien je peux simplement dire au laser. Donc c'est une intervention qui est non invasive, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de saignement. Donc ce qui fait que dès qu'on fait la réparation, la personne peut rester plus ou moins 24 heures en observation et puis rentrer chez lui. Ces interventions gratuites commencent ce 15 octobre jusqu'au 15 novembre 2020. Les villes de Goma, Mbujima et Lubumbashi sont aussi concernées par cette première expérience. La situation politique qui sévit dans le Congo central a été au centre de l'échange entre le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, et le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Mvimba. Reportage Berthe Mokonkole. Depuis son élection à la tête de l'Assemblée provinciale du Congo central, le nouveau président Jean-Claude Mvimba est venu présenter ses civilités au premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga Ntita. Par la même occasion, le président Jean-Claude Mvimba a brossé les tableaux de la situation politique qui sévit dans sa province. Il a également plaidé pour le paiement des députés provinciaux. Il était de notre devoir que le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central vienne auprès du premier vice-président du Sénat, lui expliquer, et c'est que tout ce qui s'est passé au Congo central était dans les normes. Nous avons suivi les règles de la Constitution et de notre règlement d'ordre intérieur. Nous lui avons expliqué ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'Assemblée provinciale. Comme vous le savez, ça va faire plus de 9 mois que nos honorables députés de toute la République n'ont pas touché leur émolument. En ce qui concerne nous autres dans le Congo central, on est sur le barème de l'ancienne législature qui était à 29 députés au lieu de 41 à l'heure actuelle.
Le premier vice-président du Sénat leur a prodigué des conseils afin de rassembler toutes les filles et fils du Congo central dans la dynamique de réconciliation pour le développement de la province. Sami Badibanga a aussi rassuré son interlocuteur que le Sénat, étant l'émanation des provinces, se penchera sur cette question lors du traitement de la loi des finances 2021. La femme rurale est à l'honneur aujourd'hui. Le monde entier célèbre sa journée. À l'occasion, la ministre d'État, ministre du Genre, a adressé un message à la nation congolaise, un message commenté par Cédric Kenina. La femme rurale, une actrice de développement qui participe activement à la lutte contre la pauvreté. Pour ce 15 octobre, la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, a mis un accent particulier sur les efforts consentis dans l'encadrement de cette femme du milieu rural. C'est ici le lieu de rendre un hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la mise en place du programme présidentiel accéléré de la lutte contre la pauvreté et les inégalités, et c'est conformément aux objectifs de développement durable numéro 1 et 5 pour l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici l'horizon 2030. Mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et l'ensemble de son gouvernement qui ont pris l'engagement d'accompagner la vision du chef de l'État en matière du genre et de la protection des droits de la femme. Elles ont toujours fait preuve de résilience, a reconnu Béatrice Lomé-Atilité. Elles font preuve d'une impressionnante résilience. Elles cultivent les champs, collectent l'eau et les bois et prennent soin de leur famille. Elles ont ainsi la capacité d'améliorer non seulement les conditions de vie de leur famille, mais également celles de leur communauté. La célébration de cette journée dédiée à la femme rurale témoigne de l'attention particulière accordée par le gouvernement de la République dans ses prises de décisions en faveur de l'entrepreneuriat féminin pour l'autonomisation des femmes rurales, de par leur rôle dans la vie socio-économique de la nation en tant que mère, épouse et agent de production. L'accès équitable aux services sociaux de base reste la priorité du gouvernement pour que chaque maillon de la société puisse participer à la marche vers l'émergence et amortir les effets de la crise sanitaire sur les activités de la femme rurale. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, vient de rejoindre les conseils des cardinaux. Il a été nommé aujourd'hui par le pape François. Suivez sa première réaction. Je dirais deux sentiments qui m'habitent à ce moment. Premièrement, c'est par rapport à mon peuple. Le peuple congolais, c'est un sentiment de fierté. Constater cette attention bienveillante du Saint-Père François pour le Congo et pour son peuple. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois. Mon prédécesseur, le cardinal Laurent Mosengo, a occupé ce poste avant moi, et quand il a terminé son mandat, quand moi j'arrivais, nous on était sûrs que le pape irait chercher son successeur ailleurs en Afrique, parce que ce poste-là revient aux représentants du continent africain. Or en Afrique il y a plusieurs cardinaux, et malgré qu'il y a de cardinaux qui sont là avant moi, le pape a voulu encore une fois de plus, faire confiance au Congo et au peuple congolais. Pour moi, c'est un sentiment de fierté pour mon pays et pour mon peuple. Deuxième sentiment, c'est par rapport à ma personne. C'est plutôt un sentiment de gravité, un sentiment de conscience de la lourdeur de la tâche qui m'attend désormais auprès du Saint-Père. Moi, je suis cardinal à peine une année, et de par le monde, les cardinaux sont plus de 200. Mais le pape m'a fait confiance. Je me pose la question, mais connaissant ma faiblesse humaine, mes limites, comment expliquer que le pape continue à me faire confiance ?
Toutes nos félicitations et que le Seigneur vous accompagne. On finit avec la formation de hauts fonctionnaires de l'administration publique congolaise sur la gestion des défis, organisée par l'École nationale d'administration et clôturée par le ministre de la fonction publique, Betty Amani, pour les détails. Au total, 25 agents de carrière de service public de l'État issus de différents ministères qui ont pris part à ce module de formation d'une durée de 15 jours mis en place par l'École nationale du gouvernement sud-africain, partenaire de l'École nationale d'administration de la République démocratique du Congo. Ces cadres et agents de l'administration ont été sélectionnés sur base de principes rigoureux ainsi que l'atteste le directeur général de l'ENA. Nos heureux lauréats ont appris à gérer tout défi selon le modèle décrit ci-dessous. Commencer par reconnaître les domaines nécessitant un changement. Faire preuve de pensée critique et de compétences analytiques pour analyser une situation, un problème, un défi. Yolande Bongo Bosongo, ministre de la fonction publique, qui a procédé à la remise symbolique de certificats aux différents lauréats, a souligné que ce projet a été conçu pour assurer le renforcement de capacités des agents de l'État. Cet atelier qui visait à apprendre aux participants comment relever des défis et explorer les moyens d'améliorer la prestation des services au sein d'une administration publique à la recherche permanente de résultats. Ce projet a été conçu pour former les gestionnaires au moyen de divers processus participatifs et interactifs de renforcement de l'apprentissage afin d'apporter des changements chez les participants. Il s'y est de noter que cette cérémonie de remise de certificats a été rehaussée de la présence de l'ambassadeur sud-africain en République démocratique du Congo, qui a, au nom de son pays, pris l'engagement de renouveler cette première expérience au bénéfice de l'administration publique. Il était à la tête d'une délégation à Ndola, en Zambie, pour les travaux de l'évaluation de l'accord commercial bilatéral entre la RDC et la Zambie. C'est le ministre du Commerce, Jean-Lucien Boussa. C'est parti. Dans les communiqués conjoints ayant sanctionné les travaux d'évaluation de l'accord commercial bilatéral signé le 6 août 2015 à Lusaka et signé par le ministre du Commerce extérieur de la RDC, Jean-Lucien Boussa Togba, et de la Zambie, Christopher Yalouma, les deux pays ont notamment décidé que la RDC accélère la ratification de l'accord et qu'en attendant, Lusaka et Kinshasa s'engagent à recourir aux bonnes pratiques en matière de commerce international. La Zambie, de son côté, devrait accélérer la démolition des entrepôts illégaux le long de la frontière de Kasumbalesa dans les meilleurs délais. Les deux pays ont accepté de prolonger les heures de service au poste frontalier de Kasumbalesa de 6h à 22h au plus tard le 31 décembre 2020, à lutter conjointement contre la contrebande, à lancer le régime commercial simplifié avant la fin de cette année et ont annoncé la mise sur pied d'un groupe technique mixte pour la promotion du commerce et des investissements avant le 31 décembre 2020, groupe qui sera chargé d'évaluer et mettre en œuvre les différentes décisions issues des communiqués conjoints des ministères du commerce des deux pays. Le ministre congolais et chef de la délégation, Jean-Lucien Boussa, se félicite de l'issue des assises de Ndola. Nous sortons avec des réponses précises aux questions précises. La question de l'ouverture du poste frontalier, la douane. L'heure d'ouverture de la douane, aujourd'hui, nous avons convenu que ça doit être de 6h à 22h. Plus on commerce, plus il y a la rotation, mieux ça se développe sur le plan économique. Selon le communiqué final, c'est à la Zambie que revient d'initier la tenue de la prochaine commission permanente mixte sur la coopération, dont la dernière s'est tenue à Kinshasa en 2020. Bienfait Kambale, l'un des chercheurs congolais qui vient de publier un article sur l'Est dans la revue LASK. Il sera l'invité des questions d'actualité avec notre confrère Joël Lungenza ce soir à 21h. Mais nous ne sommes pas encore là. Voici l'extrait. Attaque scientifique, c'est qu'il faut un État au bon sens du terme. Un État réellement constitué. Il faut un État qui assume ses missions régaliennes. Ça c'est connu. S'il y a des aventures
le lot des frontières congolaises, c'est puisque nos frontières sont poreuses. Nos frontières sont tellement perméables que n'importe qui peut y passer, n'importe qui peut en sortir. Donc il faut quand même un État qui est à même de sécuriser ses frontières. Donc c'est une recommandation. Il faut que l'État congolais soit à même de sécuriser les frontières congolaises. Il faut que l'État congolais soit aussi capable de jouer sur le plan diplomatique une diplomatie qu'on appelle une diplomatie offensive. Il ne faut pas que l'État congolais soit un État qui subit sur le plan diplomatique, mais nos ambassadeurs, s'il faut me donner un peu de temps, nos ambassadeurs qui sont à l'étranger, comment sont-ils traités? Comment nos ambassades vivent-elles à l'étranger? Nos ambassadeurs ont-ils des rémunérations adéquates qui leur permettent de représenter valablement notre pays? Est-ce que savez-vous que la République démocratique du Congo a perdu beaucoup de places dans des structures internationales comme à l'Union africaine ou dans certaines structures régionales? Pourquoi? Puisque le Congo, le pays ne paye pas ses cotisations. Le pays ne paye pas ses cotisations. Et toutes ces places, généralement, je vais vous étonner, c'est les Rwandais qui les récupèrent. Les Rwandais qui payent à la place du Congo pour dire voilà, moi j'ai l'argent, je peux récupérer ces places-là. C'est noté à 21h, un rendez-vous à ne pas manquer sur l'RTNC. Les rapports sur l'analyse de jugements rendus contre les défenseurs des droits humains, les militants pro-démocratie et militants des partis politiques en RDC. Ces rapports ont été rendus publics, nous dit Yolande Foka. Ces rapports publiés par l'Action contre l'impunité pour les droits humains, la CIDH, apportent toute la lumière, notamment sur l'analyse des jugements rendus contre plusieurs défenseurs des droits humains et des militants de partis politiques de l'opposition. Pour votre rappel, tous ont été arrêtés entre 2016 et 2019, entre autres pour provocation, incitation à des manquements envers l'autorité publique et offense au chef de l'État. Nous vous inviterons, pour ceux qui ont une parcelle de pouvoir à gérer ou une décision politique à prendre, nous vous inviterons à bien vouloir nous recevoir dans les jours à venir pour un plaidoyer. Pour les autres, nous vous invitons à participer avec nous dans cet exercice de plaidoyer pour que les recommandations qui sont couchées dans ces rapports soient mises en exécution. Et lorsque nous atteindrons ces objectifs, notre projet sera réussi à 100%. Mais comme vous le constatez, c'est avec vous que ce projet réussira. En clair, le but de ces rapports publiés ces jours vise à interpeller le ministère de la Justice et autres instances judiciaires. Objectif, qu'ils prennent à bras le corps ces documents pour exiger un procès équitable vis-à-vis de personnes, plusieurs chefs-lieux de province de la République démocratique du Congo. Après les Haut-Katanga et les Lualaba, vient le tour de Kinshasa où le ministre Claude Nyamugabo a démarré avec les visites de différentes usines pour se rendre compte de l'impact environnemental. Comme témoin, Lopez Kakuba. En réponse aux différentes plaintes de la société civile ainsi que des pêcheurs de Kinshasa, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, a effectué une descente le 14 octobre 2020 dans les différentes usines de la ville de Kinshasa, déversant les eaux vers le fleuve Congo. Il était accompagné de la vice-ministre Jeanne Ilunga Zaina, puis de la ministre provinciale de l'Environnement de la ville de Kinshasa, Laetitia Benaka Bamba. Il a commencé par la Bralima. Sur place, il constate que les eaux sont traitées et la société dispose d'un bassin de décantation avant d'être jetée vers le fleuve Congo. Juste après, le ministre va se rendre à la Bra Congo après une entrevue avec le directeur général qui lui affirme que son entreprise est détentrice d'un projet dans une perspective écologique responsable. Pour finir, le ministre s'est rendu à la société Orbit dans les quartiers Kingabwa dans la commune de Limete. Notre population qui nous a adressé beaucoup de plaintes en rapport avec la pollution des eaux à Kinshasa, nous avons constaté effectivement qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de bassin de décantation, qui ne traitent même pas les eaux qui viennent des usines. Et donc ces eaux sont jetées directement dans le fleuve Congo, avec toutes les conséquences qui s'en suivent sur la vie de la biodiversité. On a constaté que des poissons meurent à la suite des eaux qui sont jetées dans le fleuve Congo. Quelques entreprises qui traitent les eaux avant de les jeter dans le fleuve, d'autres qui sont en train d'acquérir le matériel pour traiter les eaux
Les dispositions que je vais prendre viennent de la loi portant principes fondamentaux pour la protection de l'environnement. Et cette loi a prévu des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture pure et simple de l'entreprise qui pollue. Il s'y est de rappeler qu'après les Haut-Katanga, les Lualaba, voici venir les tours de Kinshasa. La relance de la pêche sur les lacs Albert, tel est le but de la mission officielle qu'a effectuée les ministres de la Pêche et Élevage, Jonathan Bialoussouka, en Ituri, province à vocation pastorale. On fait le point avec Cédric Kenina. Le plan stratégique du secteur de la pêche et élevage adopté au Conseil des ministres, les patrons de ces secteurs, Jonathan Bialoussouka Ouattara, retroussent ses manches et entament une tournée à l'intérieur du pays pour entrer en contact avec la réalité sur le terrain. Première étape, la province de l'Ituri à vocation pastorale. Échange avec le gouverneur de province. Terminé, place à l'itinérance sous escorte militaire dans une zone victime d'une récente attaque des hommes armés non autrement identifiés qui ont emporté plusieurs bêtes des paisibles citoyens. Tous les moyens de transport utilisés pour atteindre l'objectif et échanger avec les pêcheurs de ces coins du pays. En bon pédagogue, le ministre de la Pêche et l'Élevage a appelé à l'usage à bon escient des filets de pêche pour permettre la reproduction des espèces. Des moteurs hors bord et filets de pêche ont été remis au nom du gouvernement aux pêcheurs sur les lacs Albert. À Kassini, territoire d'Irumu, et à Tchoumia, territoire de Djougou, plusieurs bâtiments construits et réhabilités dans le cadre du programme LIFT 2 ont été inaugurés. C'est le gouvernement qui réduit, mais c'est le gouvernement qui doit essayer de faire rentabiliser en mettant en place un certain nombre de préalables qui feront que ces infrastructures soient exploitées effectivement. Déterminé à garantir l'autosuffisance alimentaire, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jonathan Bialoussouka Ouattara, a implémenté dès le départ une politique de gestion de proximité pour assurer un suivi pas à pas d'évolution de la courbe des actions menées. Nous vous convions à suivre à présent cet échange d'expériences dans les domaines des infrastructures. Nous sommes bien dans le Haut-Katanga. Dépêché par le gouvernement Jacques Aboula Katoué dans le cadre des échanges d'expériences entre les provinces de l'espace Grand Katanga, le ministre provincial Miguel Kachal Katemba a foulé le sol de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Aussitôt arrivé, il a été conduit par son collègue sur différents chantiers en cours. Tour à tour, il a visité la bretelle des 2x2 bandes en construction et qui devra relier le boulevard Lumumba au boulevard Joseph Kabila en plein chantier aussi. Le ministre provincial des infrastructures n'a pas manqué de faire quelques observations purement techniques à l'entrepreneur chargé des travaux. Le boulevard Joseph Kabila, long de 6,3 km, sera bientôt ouvert à la circulation avant la tombée des prochaines pluies. Miguel Kachal Katemba visitera aussi le stade de Kalemi, ses chefs-d'œuvre sportifs de 15 000 places assises à l'ère des Jeux couverte de la pluie synthétique est quasi achevée et pourra accueillir des rencontres internationales. Le gouverneur du Tanganyika, Zoé Kabila Mwanzambala, accordera aussi son hospitalité à l'envoyé de Jacques Aboula dans sa province. Échange cordial avant que l'autorité provinciale du Tanganyika n'accompagne son hôte jusque sous le perron de sa résidence. Miguel Kachal Katemba se dit édifié par sa visite dans cette partie du Congo démocratique. Oui. Et nous avons vu qu'il y a une vision de ces deux gouverneurs. Et coup de chapeau au gouverneur Zoé, coup de chapeau au gouverneur Jacques Aboula Katoué. Le ministre provincial des infrastructures du Tanganyika, Fidel Kitenge Chamouguea, salue cet échange d'expertise avec son collègue du Haut-Katanga et promet de visiter à son tour la province de Jacques Aboula Katoué dans les prochains jours. Merci d'avoir passé ces moments avec nous dans ce journal de Doris Mozo. Merci à toute l'équipe. Je cite Diane Balaka, Ignace Chibango, Bijou Kataris. Nous dédions ce journal à notre confrère Pierre Mbouyou qui vient de souffler une bougie de plus dans sa vie. Excellente soirée et au revoir.